Donc pour notre deuxième journée, on va, excusez-nous déjà de l'heure, bon, on vous attendait aussi. On ne pouvait pas commencer sans vous, vous allez rater des pépites. On va vite entamer. On va commencer l'atelier 4. Hier, on s'est arrêté à 3. Et pour cela, il était là hier et on a la grâce encore de le recevoir aujourd'hui. On acclame pour Monsieur Nella Tanzinga qui va nous parler de... Amen. Il va nous parler de la création de contenu sur les réseaux sociaux, stratégies et outils. Avec beaucoup de respect, on appelle et on acclame Monsieur Nella Tanzinga. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer la personne qui est à côté de vous? C'est important. Comme ça, l'atmosphère est déjà détendue. Nous sommes entre frères, nous sommes entre fils du royaume. Ce serait bien qu'on ait une attitude conviviale. J'interviens ce matin, comme a dit la sœur Anaëlle Lusako, pour parler de la création de contenu. Et j'aimerais d'avance dire une chose. Je pense que cet atelier sera plus pratique que théorique, parce que vous savez que c'est des questions techniques. Pour que je laisse plus la place à l'échange qu'on aura tout à l'heure. Alors, je ne suis pas détenteur de toute la vérité. Ça, c'est une évidence. Et ce serait bien qu'on ait effectivement ce temps de partage. Ce serait important. Donc, comme a su le dire la sœur Anaëlle, je suis le frère Nel, je suis responsable au sein de l'Assemblée du centre-ville, donc responsable de la communication au sein de l'Assemblée du centre-ville. Et donc, comprenez que je ne peux pas prendre la parole sans honorer la vie de mon père spirituel, l'apôtre Germain Deke. C'est important. Voilà. Je vous invite à acclamer. Vous acclamez pas seulement un père pour moi, mais c'est aussi un père pour plusieurs, parce qu'il a... Son travail n'est plus à prouver, le fruit de son apostolat n'est plus à démontrer. Et j'aimerais aussi honorer la vie du berger, donc celui qui a la charge de conduire cette assemblée locale, celle du centre-ville, parce que nous sommes implantés un peu plus partout. Et j'honore la vie du pasteur Arnaud Ndeke, de maman Sarah, aussi son épouse, avant de pouvoir entrer dans ces temps. Donc j'aimerais le repréciser, ce sont des échanges. Vous avez certainement rencontré des problèmes pendant la création de contenu ou quand vous avez eu besoin de créer du contenu. Ce serait important que nous échangions par rapport à ces problèmes. Et s'il y a des réponses, elles peuvent venir de moi comme de la salle. N'hésitez pas à prendre la parole pour pouvoir le faire. Donc, j'ai la responsabilité de parler sur la création de contenu au niveau des réseaux sociaux, stratégies et outils. Je pense que l'expert Jim Fungi, hier, a déjà abordé la question stratégique. Donc, simplement pour faire rapidement, on va aller plus sur la partie outils. Si vous êtes d'accord avec moi, parce que le live a été enregistré, il est sur la page de Ardia, pour qu'on gagne en temps, parce que vous savez que les questions de contenu sont des questions qui sont assez pertinentes et globales. Ce sera important pour nous de pouvoir rapidement aborder ces questions pour avancer. J'aimerais juste que tu me rappelles mon chrono, parce que j'aurais peur de déborder. Ne vous inquiétez pas, monsieur Nel. D'accord. Slide. Alors, je vais parler, je l'ai dit déjà tantôt, je ne parlerai plus des stratégies, ça a été abordé. Je parlerai des outils en vidéo qui sont importants, des outils en photo qui sont importants, et ensuite je vous donnerai des sites utiles, des sites que j'utilise, que nombreux aussi utilisent, connaissent déjà, mais ça va être important pour nous de pouvoir les noter tout à l'heure. Slide. Donc nous passons rapidement à la... Non, on va passer. Bon, tu peux rester là. C'est simplement pour repréciser une chose que Monsieur Jim a dit hier. En stratégie, il faut planifier. Après avoir conçu, imaginer, d'abord j'allais dire imaginer au travers d'un brainstorming.
on n'a pas le monopole de la connaissance. Donc c'est toujours important, même avant de pouvoir se lancer dans un projet de contenu, d'associer plusieurs personnes, d'associer tes frères, d'associer des sœurs dans l'église pour pouvoir écouter. On ne sait pas de qui peut venir la bonne idée, on ne sait pas. Donc c'est important d'avoir un brainstorming, une rencontre. Nous sommes en train de préparer par exemple une conférence à l'église ou un séminaire. Le pasteur nous donne la vision, mais nous en tant que service de communication, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Comment on peut représenter le thème? Comment on peut représenter le logo de la conférence? Et c'est un brainstorming. Chacun donne des idées. Qu'elles soient folles, il faut d'abord les prendre. Aujourd'hui, les leaders ont un problème. Je parle des leaders de département de communication. On est fermé aux propositions. Non, il ne faut pas se fermer. On ne sait pas de qui peut venir la bonne idée. Donc, il faut prendre toutes les idées. C'est ce qu'on appelle un brainstorming en management. On prend toutes les bonnes idées, on les sélectionne, on les trie, et ensuite, on commence à les juger les unes après les autres. C'est très important, je voulais préciser. Et après avoir fait ce brainstorming, donc on est au niveau de la planification, on va à la conception, à la production. Ça dépend du contenu à produire. Et ensuite, on ira au niveau de la diffusion. Donc la distribution au niveau des plateformes qui reçoivent notre contenu. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook ou Photoshop, peu importe, ou Instagram. Ce sont des plateformes de distribution simplement. Donc il faut ne pas oublier cette notion qui est très importante, celle de pouvoir travailler en groupe, travailler ensemble. Je peux être expert, Adobe expert, mais j'ai besoin de l'idée de la personne qui est à côté. On ne sait jamais, on ne sait jamais. En entreprise, c'est conseiller le brainstorming. Brainstorming. Voilà. Et je note une chose importante, il faut savoir s'inspirer des autres. Ce n'est pas une fatalité de voir ce que les autres font. Au contraire, on peut ne pas copier, mais on peut s'inspirer du modèle des autres. Donc c'est important. Vous êtes community manager dans les églises, vous êtes infographe. Abonnez-vous aux pages des autres églises pour voir ce que ces églises-là font. Même si vous êtes excellent, ce n'est pas problème. C'est même pas un problème. Il faut vous inspirer simplement de ce que les autres font. Et c'est un point important au niveau de la stratégie. L'inspiration en ayant des modèles. Slide. Donc, nous allons commencer avec les outils vidéo. J'ai dit, je vais vraiment aller vite pour qu'on ait un temps d'échange. Parce que ce sont des questions profondes. On ne peut pas aborder ces questions en 1 heure, en 2 heures. Ça prendrait 1 semaine, 1 mois pour certaines questions. Slide. Alors, première chose, là on parle des contenus vidéo. Il y a une difficulté qui se pose toujours au niveau des formats. Je sais, parce que j'ai cette expérience, qu'au début, on avait les formats AVI et MPEG. Donc, on avait le format AVI et MPEG. C'était des formats très difficiles à gérer. À l'époque, quand il y avait des télés, il fallait passer par des cassettes. Il y avait à l'époque l'enregistrement sur cassette. Après, il fallait faire la capture. Et la capture, en général, on pouvait générer un fichier en AVI. C'était des fichiers qui étaient très lourds et très difficiles à manipuler. Et ensuite, ils ont simplifié les choses. Ils ont proposé du MPEG. Le MPEG 1, le MPEG 2, le format DVD. C'était des formats qui étaient, semble-t-il, bien à l'époque. Mais aujourd'hui, la technologie est en train d'aller vite. Aujourd'hui, on va vers le H.265. On va vers les Apple ProRes. Ce sont des formats aussi qui ont une certaine qualité parce qu'ils contiennent beaucoup d'informations. Mais il faut connaître ce langage-là. On ne peut plus rester créateur de contenu dans une église ou même à son propre compte sans tenir compte de ces questions. C'est très, très, très important. Donc, les formats, il faut savoir les différencier. Pourquoi j'ai souligné, mis le format MOV et le format QuickTime et le format MP4, celui 264 effectivement, qui est plus répandu, parce que ce sont les formats actuels. Il n'est plus conseillé, je parle à des sachants, il n'est plus conseillé pour nous d'aller sur des formats tels que le AVI. Ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. En fait, l'image, c'est, vous avez une ancienne Peugeot, voilà, de vieux modèles, et vous voulez la confronter à une nouvelle RAV4. En termes de fonctionnalité, il y a tellement de différences, tellement de décalage. Donc aujourd'hui, oubliez les autres formats. AVI, MPEG 2, ce n'est même pas conseillé. Le VOB, oubliez ça. J'ai l'expérience du VOB parce que j'étais réalisateur d'une émission ACB+, émission que co-animait un de mes frères bien-aimés, qui est aujourd'hui apôtre, l'apôtre Cham, et on nous demandait de mettre l'émission en VOB. Pourquoi? Parce que leur régie ne supportait pas les autres formats.
Et c'était pas bien parce que la qualité de l'image était en train d'être dégradée. Voilà, on avait une image un peu plus floue. À l'époque, on pouvait s'y faire. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à des formats plus précis en termes de résolution, en termes de qualité. Donc je vous en conjure, frères et sœurs dans le Seigneur, oubliez les autres formats. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la vidéo, il y a des formats comme l'Apple ProRes. Ils ont aujourd'hui à l'euro de Apple ProRes et le format Blackmagic pour ceux qui ont des Blackmagic, des caméras Blackmagic dans les églises. Ce sont des formats actuels aussi, mais qui sont très gourmands en termes d'espace. Ce ne serait pas bien d'aller sur ces deux formats-là si vous n'avez pas la maîtrise de ces formats ou encore la gestion de mémoire pour gérer ces deux formats. Mais par contre, on peut aujourd'hui travailler avec le QuickTime Move et le MP4, donc le H.264 ou 265 H.265 en particulier. Donc voilà pour les formats vidéo. On va vraiment survoler, ensuite nous allons revenir sur des questions pratiques. C'est comme ça que j'ai prévu cet échange-là. Slide. Voilà. Parmi les problèmes, en fait, je suis en train non seulement de donner des outils, mais je donne aussi des problèmes qu'on rencontre fréquemment dans nos cultes ou dans nos reportages, s'il faut appeler ça comme ça. Il y a le problème de la balance des blancs. Aujourd'hui, j'ai réalisé que les techniciens hier avaient eu du mal à pouvoir faire la balance, si vous avez remarqué avec moi, mais aujourd'hui ça a été réglé. Toutes les caméras ont le même niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce problème. En général, lorsqu'on a un reportage, on a plusieurs caméras dans notre église, on a une caméra qui est jaune, une autre est bleue, l'autre est blanche. Ensuite, déjà, même pour la personne qui ne sait pas, on sent qu'il y a un problème. Pourquoi c'est la même chose qui se produit, mais on a plusieurs caméras qui ont des tonalités différentes, qui ont des températures différentes. Le problème, c'est la balance des blancs. Il faut désormais aussi faire attention à ce terme-là, balance des blancs. C'est un outil important dans la prise de vue. Je vous assure qu'en Europe, les techniciens ne commencent pas un tournage aussi longtemps qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là. C'est devenu une évidence. Tant qu'il n'y a pas la balance qui est faite, on ne commence pas le tournage. Tant mieux commencer en retard parce que, à la limite, comme pour nos frères qui sont en train de prendre, il y a un montage qui va être fait, c'est différent. Mais quand ça va être retransmis en direct, il faut veiller à ce que la balance des blancs soit faite. Comment on fait la balance des blancs, c'est des questions qu'on va répondre tout à l'heure. Sur certains appareils, ce n'est pas écrit balance des blancs, c'est écrit WB. Donc quand vous regardez sur vos appareils, vous voyez WB, c'est à ce niveau-là qu'on règle la balance des blancs. White balance en anglais. En même temps, il faut dire à ton frère aussi qu'il faut apprendre l'anglais parce que ces questions, si tu peux dire à ton frère, apprends un peu l'anglais parce que ces questions sont des questions souvent anglicistes. Donc, comment faire la balance des blancs? C'est une question qu'on va répondre au cours des échanges. Je pense que cette question, ce problème a été rencontré dans la plupart des cas de couverture ou d'enregistrement. Donc, on va vouloir répondre à ça. J'avance encore, slide. Les logiciels. Outils vidéo, il s'agit aussi des logiciels vidéo. Quel logiciel aujourd'hui utiliser pour pouvoir faire son culte, pour pouvoir monter son culte, pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire des réels? Aujourd'hui, tout le monde est un peu passé sur CapCut. Je ne pourrais pas m'engager sur CapCut parce que je ne suis pas dans CapCut, mais je pourrais me prononcer sur des logiciels que j'ai déjà eu l'expérience de pouvoir utiliser dans mon expérience, dans mon parcours. Donc CapCut, c'est bien. Ceux qui sont à l'aise sur CapCut, restez sur CapCut. Les principes de montage sont les mêmes. Mais moi, je viens vous faire avancer parce que ce serait bien d'avoir un ordinateur. Ce serait bien. Même si tu as un smartphone qui fait du montage sur CapCut, ce serait bien d'avoir un ordinateur et pouvoir faire des montages tranquillement sur l'ordinateur. Pourquoi je le dis? Parce que l'expérience, comme l'a dit Séraphin hier, l'expérience utilisateur est plus importante. Sur un téléphone, il y a beaucoup de choses. On est un peu limité, on est vraiment un peu limité. Dans la gestion du son, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas gérer. Parce qu'on peut avoir une voix, on veut mettre du son en dessous, on veut que la voix soit au-dessus. Il y a tellement de complications. On veut régler les niveaux de débit, voir à quel moment baisser, à quel moment c'est complexe quand même. Sur un téléphone, c'est complexe. C'est encourageant pour ceux qui n'ont que ce moyen, ceux qui sont à l'intérieur n'ont que ce moyen pour certains.
mais l'idéal serait d'avoir un ordinateur. Et quand on a un ordinateur, quels sont les logiciels à utiliser pour faire du montage vidéo? On a Filmora. Filmora, je ne fais pas de pub, je ne suis pas payé par Filmora, mais je reconnais que ce logiciel aide certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'en termes de spécificité technique, il est plus soft. Quand je dis soft, avec le nombre de gigas de RAM qu'on a souvent dans nos ordinateurs, 4 gigas, 8 gigas, ce sont des ordinateurs qui ne sont pas dédiés pour le montage. Pour un bon montage, il faut avoir minimum 16 gigas. Je parle en connaissance de connaisseurs. Certains sont même passés à 32. D'autres encore sont à 64. Je pense que nous, on a une machine aujourd'hui au centre-ville qui a 64 de RAM, gigas de RAM. En tout cas, c'est une bête. Et c'est confortable. Lorsqu'on fait des montages, lorsqu'on peut vouloir faire des montages dessus, c'est bien. À l'époque, moi, j'avais une machine de 2 gigas de RAM, un Acer. J'essayais de faire des rendus, mais j'étais en train de faire souffrir la machine. La machine ronflait. Elle ronflait, mais à un point, et après, elle a craqué. Donc, c'est important de parler de Filmora parce que Filmora passe aujourd'hui sur toutes les machines. 2 gigas de RAM, 4 gigas de RAM. Non, ma machine est lente, c'est pas grave. Installe Filmora, ça passera. Donc, je vais vous inviter à suivre avec moi une vidéo. Je dis que je suis pas en train de faire la pub de Filmora, excusez-moi, mais je vous montre une vidéo qui présente Filmora 14 qui est sortie et qui vous montre un peu les spécificités de Filmora par rapport à ce qu'on est en train de dire. Une chose, la vidéo en anglais. Donc dis encore à ton frère, anglais mon frère, anglais, anglais. Parce que j'ai cherché en français, je n'ai pas trouvé. Donc avec la régie, Filmora... Thank you for being here. Yeah. Thank you guys. Bye. 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 Finally, it's over. This is just the beginning. Hi guys, we're finally here. This video is so blurry. I need to fix the resolution. Guess that's what I get for leaving. Wow. I never stress, I never settle for less, never settle for less. Now I'm gonna take it all. Of course. Wild creatures, I tame them all. We go places you wanna go. I can tell that you know. I know what you wanna see. Let's go. Doing it so naturally. Gonna be a fantasy. Easy like 1, 2, 3. Yeah, it's easy like. Yeah, it's easy like that. Yeah, it's easy like. It's missing something. Donc voilà un peu ce qu'est Filmora et c'est la version 14. Je suis moi-même utilisateur un défendeur de Premiere Pro. C'est vrai que dans la salle, il y a un de mes frères qui est en train de me pousser à aller vers DaVinci Resolve. Je pense que je suis en train de vouloir être initié par lui dans ce sens. Mais je vous conseille ce logiciel pour ceux qui ont des machines très légères. En tout cas, je vous le conseille. Et ça va vous éviter beaucoup de difficultés. Ce qui est bien avec cette version, on a la possibilité aujourd'hui de faire des formats réels automatiquement. Donc on a une vidéo longue, ça nous arrange hein, pour nous qui sommes créateurs de contenu. C'est difficile des fois sur Premiere Pro, pour ceux qui connaissent, de revenir sur un format 16/9, ensuite de passer. Alors qu'avec Filmora aujourd'hui, il y a tellement d'outils IA. On parlait de l'outil intelligence artificielle, Armel va revenir dessus. Il y a tellement d'outils IA qui vont nous aider. Ce que CapCut faisait aujourd'hui, avec Filmora, c'est possible. Générer des textes intelligents, de façon intelligente, générer
des effets, ainsi de suite, même l'amélioration de la vidéo. On a une vidéo qui semble floue, mais avec Filmora, ils ont intégré un outil pour pouvoir améliorer à travers l'intelligence artificielle notre vidéo, pour la donner un peu plus de, en anglais on dit enhancement, donc un peu plus de clarté, un peu plus de valeur en réalité. Donc c'est des choses qui sont importantes à regarder. Ensuite, vous avez DaVinci. DaVinci, pourquoi? C'est aussi une version gratuite. Il y a une version payante et une version gratuite. C'est le logiciel de Blackmagic qui aussi a de fortes et bonnes... Mais ça, c'est plus pour les personnes qui sont déjà avancées dans le montage. Ce serait risquant pour vous de vous engager dans DaVinci si vous n'avez pas encore de bonnes bases en Filmora. Donc, je vous conseille Filmora pour commencer. Ensuite, pensez à DaVinci. Je suis resté longtemps sur Premiere Pro. J'avoue que c'est un bon logiciel aussi parce qu'il permettait une facile gestion des projets. Mais je me rends compte qu'en regardant DaVinci est en train de coiffer un peu Premiere Pro. Ça, c'est l'avis partagé aujourd'hui de tous ceux qui sont réalisateurs de clips, réalisateurs de spots, parce qu'il y a une facilité d'étalonnage. Lorsqu'on veut prendre sa vidéo, ne pas la rendre telle qu'on l'a filmée, mettre un peu de piment, vous savez comment ça se passe, mettre un peu d'effets, de couleurs. Le logiciel conseillé, c'est DaVinci. DaVinci Resolve. C'est encore l'anglais, mon frère. Encore l'anglais. Donc, Filmora, DaVinci Resolve et Premiere Pro. Ensuite, il y a plusieurs autres logiciels. Je n'ai rien contre ça. Mais ça dépend de la façon dont chacun utilise aussi le logiciel et ses attentes. Les attentes ne sont pas les mêmes, donc il faut voir en fonction des attentes. Mais je vous conseille Filmora. Filmora, commencez avec Filmora, ensuite allez sur Premiere ou DaVinci. Et le logiciel où vous vous sentez le plus à l'aise, vous vous sentez le plus inspiré, travaillez dessus. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé sur Vidéo Studio de Corel. J'étais un client de Corel parce que je payais même j'attendais que ça vienne de France. Je payais, j'envoyais de l'argent, on m'achetait. J'étais fier d'avoir Corel. J'ai aimé Corel. Mais après, quand j'ai découvert Premiere Pro, j'ai oublié Corel. Ça dépend aussi des exigences en réalité du travail que j'ai à faire. Donc voilà un peu pour les logiciels. Les questions, on les prendra après. Slide. Voilà, donc on va parler rapidement des formats de diffusion aussi, aujourd'hui qui est très important parce que nous sommes en train de passer à l'ère du réel, le mode statut, le mode stories, le mode, c'est important, c'est très viral. Une vidéo courte, mais en quelques secondes, elle touche même plus que nos cultes de 2 heures. C'est un constat fait. Je ne suis pas le seul à le faire. Aujourd'hui, vous voyez comment les vidéos découpées des pasteurs ont plus même d'impact que les cultes, parce que ceux qui sont sur les réseaux n'ont pas le temps. Ils veulent aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, il faut qu'on pense au format de diffusion, surtout au format 16/9. Pour beaucoup, c'est encore un casse-tête. Comment je fais? On a filmé notre culte. Comment je m'arrange à mettre ma vidéo en 16/9? Non, 9/16. 16/9, c'est le format initial de notre prise de vue. Lorsque tu filmes sur ton téléphone en paysage, tu es en 16/9. 16/9. Mais lorsque tu mets ton téléphone dans la position verticale, tu es en 9/16. Le 9 a disparu, c'est pas grave. 9/16. Comment faire? Souvent la difficulté, c'est comment ramener cette vidéo à ce format. Aujourd'hui, je vous partage encore une expérience concrète. Aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'on va générer un réel, demandez au caméraman de filmer centré. Demandez à vos caméramans de tout mettre au centre. Même quand ils veulent prendre des réactions des personnes, qu'ils les centrent. Quand ils veulent filmer l'orateur, que l'orateur soit centré. Pour que facilement, lorsqu'on va prendre le montage qui est fait en 16/9, on peut facilement le mettre en 9/16. Sinon, ça va être difficile, c'est un travail difficile à réaliser. Filmora a intégré ça, c'est intelligent. Je n'ai pas encore testé, je ne vais pas vous dire des choses que je n'ai pas faites, mais ce serait déjà bien d'avoir cette attitude-là. Faire des images centrées pour que facilement on arrive à gérer le 9/16. Sur Filmora, je parle encore de Filmora, il y a déjà dans les préconfigurations, lorsqu'on veut lancer un projet, on a déjà le format 9/16 qui apparaît quelque part. C'est un logiciel qui est tout le temps à jour. Adobe n'a pas encore pensé à implémenter ça. Nous, ce qu'on fait sur Premiere Pro, c'est qu'on va dans les réglages, on choisit le format, ou ceux qui sont plus intelligents, ils vont sur Photoshop, ils font un format 16/9, ils le renversent, ils prennent le 9/16,
il le ramène sur Photoshop, il commence un projet avec, c'est technique, c'est technique. Mais il faut penser à ces formats qui vont vraiment nous dépanner dans la suite. Nous sommes à l'ère du contenu, c'est la guerre du contenu en ce moment. C'est une guerre qui s'annonce, la guerre du contenu. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Watch de Facebook ou vous êtes sur TikTok, ça scrolle, ça scrolle, ça scrolle. Et nous, on doit aussi occuper cet espace-là. On ne doit pas laisser le temps. Mais il faut déjà commencer à comprendre ce langage, 16/9e, 9/16e. L'autre format, c'est le format d'Instagram, souvent qui est appelé 1080 par 1080, qui en vidéo n'a pas beaucoup d'impact. C'est plus en matière de post, mais c'est important de le savoir aussi. C'est important de le savoir. C'est plus le 9/16e qui est en train de prendre de l'ampleur en ce moment. Slide. Voilà, la gestion du son. Aujourd'hui, le contenu, en dehors des logiciels, en dehors de la qualité de la caméra, en dehors de... Il faut faire attention au son. Très attention au son. La prise de son donc, est une question maintenant importante. Il faut que les services de com se rapprochent des services de sonorisation dans les églises. Parce que dans certaines églises, ils sont dissociés. Et dans d'autres églises, ils sont ensemble. Il faut veiller à ce que le gars à la sono nous envoie le meilleur son. Pourquoi? Parce que c'est important dans la production de notre contenu. Très, très important. Très, 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 très important. Il ne faut pas rater le son. La vidéo peut être belle lorsque le son est biaisé, le son est négligé, ça gâche tout. Il faut vraiment faire attention au son. Et aujourd'hui, je pense que certains pasteurs commencent à comprendre ça. Avant, les pasteurs avaient du mal à comprendre. Aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à miser sur la qualité sonore, en ayant des tables qui sont aussi actuelles. Parce qu'on ne peut pas être en 2025 et continuer à utiliser des choses de 1900. Entre nous. C'est pas compatible parce qu'il y a des exigences qui sont imposées aujourd'hui. Les choses ont changé, les temps ont changé. Il faut qu'on s'adapte aussi. Il faut qu'on s'adapte. Et la gestion du son est une question importante, très importante, très très importante. Ceux qui nous suivent en ligne en ce moment, s'il n'y avait pas de son et si le son n'était pas de bonne qualité, ils ne profiteraient pas de la même chose que nous en présentiel. C'est parce qu'il y a un bon son, ils écoutent la même chose, ils suivent en temps réel et c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable. Donc, la gestion du son est importante. Dans la gestion du son, dans vos projets, privilégiez le format Wave. C'est le format qui a plus de précision. Même dans la réalisation de clips, c'est ce que nous, les réalisateurs, nous demandons. On demande toujours le format Wave. On veut plus le format MP3 parce qu'il est déjà un peu dégradé. Le format Wave, c'est le format un peu à la sortie du studio. Lorsque le logiciel de traitement finit son travail, lorsqu'il doit exporter, en tout cas, lorsqu'il exporte en format Wave, c'est un format qui est plus lourd aussi. En général, c'est le format qui a plus de qualité. Je ne suis pas technicien audio, mais je sais que ça a plus de qualité par rapport au MP3. Même à l'écoute, vous pouvez sentir la différence. Donc, si vous voulez faire des montages de culte, si vous êtes en accord avec votre régie son qui arrive à enregistrer le son, si mettez des formats AMR, les formats de voice là, ou les M4R, ou je sais pas, demandez qu'ils arrêtent, qu'ils vous donnent du wave, qu'ils vous donnent au minimum du wave. Sinon pas l'espace, qu'ils vous donnent du MP3, on se débrouille avec, mais pas les formats parce que il y a un problème d'espace. Vous prenez je ne sais pas si j'ai bien écrit, je crois que c'est AMR ou M4R. C'est des formats de voice en général, c'est compressé, c'est très compressé parce que ça pèse pas. Ça pèse pas. Donc évitez ça, allez sur le MP3, le Wave. Le Wave est recommandé, mais à défaut, vous pouvez vous contenter du MP3, mais vérifiez aussi les débits, parce qu'au niveau du son, il y a ce qu'on appelle les débits. Il y a des débits de 72, de 92, de 76. Je ne suis pas vraiment technicien de son, mais c'est des choses qui sont importantes à savoir. Slide. Voilà, donc après la partie vidéo, on a essayé de survoler parce que je voudrais qu'on échange plus. Il y a les outils, nous avons les outils photos. Les outils photos qui sont aussi importants dans la création du contenu. Tu ne vas pas créer du contenu si tu ne comprends pas le langage de la photo, si tu as du mal à pouvoir identifier les vraies questions en termes de photographie. Slide. Premier outil photo qu'on va voir, c'est le format RAW. Pourquoi je parle du format RAW? C'est un problème encore dans les églises. Nombreux parmi nous continuent à shooter en JPEG. Parce qu'on n'a pas le choix, où il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'espace dans la mémoire. Mais le format JPEG n'est pas un format dédié à l'édition. Je vais parler en français terre à terre.
le format JPEG ne te permettra pas de traiter la photo de façon efficace. Donc, il faut privilégier le format RAW. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des configurations de salles d'église où souvent il n'y a pas de lumière. Je sais, je ne suis pas prophète, mais je sais que sur 70% des personnes qui représentent des églises ici, il y a au moins 70% aussi des églises qui ont des problèmes de lumière. Est-ce que je mens? C'est vrai, voilà, c'est vrai. On a souvent eu un problème de lumière. Parce que souvent, ça n'a pas été pensé. On n'a jamais pensé au fait qu'il y aurait des... Non, la configuration de la salle a été faite de telle sorte qu'elle soit seulement là pour le culte. C'était d'abord pour le culte. On n'a jamais pensé à la partie image. Voilà pourquoi souvent les estrades, pour certaines églises, ne sont pas éclairées. Et c'est des choses à corriger au niveau des églises. Parce que nos caméras ont besoin de lumière. Si la caméra n'a pas de lumière, ça peut même commencer à détériorer le capteur. Pourquoi? Parce que la caméra sera tellement en train de forcer. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai vu des frères faire des photos avec des ISO à 2500. C'est un crime. ISO à 2500. Et il est content. C'est un crime. Alors que l'ISO, la norme, c'est 800. Mais il n'a pas le choix parce que même quand il est monté à 800, c'était encore sombre. Il est obligé d'utiliser un flash. Alors, le flash aussi, des fois, il peut te lâcher. Donc, c'est complexe. Le problème, c'est le RAW. Pourquoi? Parce que le RAW peut facilement nous aider à corriger des problèmes de sous-exposition. J'ai fait ma photo, elle est sombre, mais c'est une photo importante. Parce que à ce moment-là, le pasteur était en train de prier pour une personne. Il veut cette photo. Mais alors que je faisais, le flash a refusé de marcher. Mais j'ai une photo sombre. Or, en RAW, j'ai la capacité, même si je ne retrouve pas la photo dans son état initial, dans l'état que je voulais la voir, je peux quand même, avec des petits artefacts parfois, ou des petits grains, des poussières, je peux quand même retrouver une photo potable qu'on peut publier. Donc, c'est conseillé pour les photographes qui sont dans la salle de penser au format RAW. C'est conseillé. Et lorsqu'on parle du RAW, on parle donc de logiciel de traitement, parce que forcément, le RAW, lorsqu'il vient, il est plus lourd, il peut ne pas passer sur ta version de Photoshop. Si tu n'as pas Photoshop RAW, tu n'as pas le plugin RAW sur Photoshop, mais tu peux quand même aller sur Lightroom. Et je crois qu'on va parler tout à l'heure des logiciels de photo, si je ne me trompe pas. Slide. À moins que... Non, bon, je me suis un peu perdu dans mes notes. Mais tu restes là. Il faut des logiciels adaptés au format RAW. Donc le JPEG, commençons. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour partager, pour aussi adopter de bonnes attitudes, habitudes. Il faut oublier le JPEG. Oublions le JPEG. Aujourd'hui, même sur les téléphones, même sur certains téléphones, ils ont créé un format RAW pour les téléphones. C'est pour montrer que c'est important. Parce que dans la couverture, on peut être surpris de beaucoup de choses, ça arrive. Le photographe peut être surpris. Il n'a pas prévu ça, ou voilà. Quand on a le RAW, on peut quand même rattraper certaines choses. Et autre chose est très importante, ça a un sens en vidéo comme en photo, le mode manuel. Frères et sœurs techniciens, responsables de service, responsables d'assemblée aussi pour certains, nous avons longtemps travaillé en automatique. Je vais vous expliquer la réalité du problème de l'automatique. L'automatique, lorsqu'il est fait sur les appareils, il ne prend pas en compte notre peau. Nous avons des peaux noires. Il prend en compte les peaux des personnes sur lesquelles on a testé ces automatiques-là, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, lorsqu'on met en auto, on est surpris qu'on a des images qui sont bleues tantôt et reviennent sombres après un moment. Après, c'est surexposé. Ça frustre beaucoup, hein, cette histoire d'automatique-là. Surtout sur les caméras. Sur les photos, encore, c'est différent. Mais sur les caméras, ça a frustré plusieurs. Tu te retrouves ici pour filmer, l'image est jaune. C'est la même caméra, c'est la même personne qui filme. Mais dès que tu te déplaces, l'image devient sombre ou l'image devient bleue. C'est parce que la balance est en auto. Tout est en auto dans l'appareil. Or, aujourd'hui, il faut pour nous apprendre maintenant à travailler en mode manuel. Le mode manuel sur l'appareil photo, quand vous regardez sur vos appareils, c'est là où c'est écrit M. Sur les caméras, il y a un bouton où, en général, c'est un poussoir, on repart en mode auto ou on repart en mode manuel. Mais le mode manuel, ça prend. Le mode manuel, ça prend. Et quand on parle de mode manuel, on parle du triangle d'exposition. Il faut connaître ces choses-là. On veut faire des choses pour le royaume, mais on ne veut pas rester un peu comme, je ne sais pas quelle expression utiliser, des ignorants, voilà, par rapport au langage technique. Il faut qu'on fasse les choses bien.
Donc, on ne va pas faire l'à peu près parce que on n'a pas de matériel ou on n'a pas de choix. Non, il faut vraiment qu'on arrive à travailler comme des professionnels, même si on ne l'est pas dans le domaine séculier, mais qu'on soit des professionnels au service, qu'on comprenne ces questions de mode manuel, de balance des blancs, de RAW en photo, ainsi de suite. Donc le mode manuel est très, très, très important à savoir, en vidéo comme en photo slide. La résolution, on va passer, on pourra revenir sur ça s'il y a des questions. On revient quand même sur la résolution, j'en parle rapidement. Un autre problème, la résolution pour les photos. Il faut faire attention à ces écritures-là. Merci Harry. On a le 300 dpi et parallèlement on a le 72 dpi. Ça a posé beaucoup de problèmes aussi à certains créateurs, surtout sur Photoshop. 300 dpi, normalement, c'est tout ce qui est dédié vers le print. Je veux imprimer une bâche, je veux imprimer un gros panneau, je veux imprimer un fond de scène. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont des fonds de scène. Je suis en 300. Mais quand c'est pour le web, c'est inutile pour moi d'aller sur du 300. C'est conseillé d'avoir du 72 en termes de poids, en termes de résolution. Donc ça, c'est aussi une question qui m'a beaucoup été posée. Je pense que je suis en train de répondre à la question en même temps en parlant. Slide. Donc il y a ce problème de résolution qui se pose. Là, nous parlons des photos affiches, hein, comprenez, et aussi cette question de mode de diffusion, je pense. Colorimétrie, un truc comme ça. Armel va bien vous préciser ça. Moi, je suis un peu généraliste, heureusement, je touche un peu à tout. Donc, sinon, il y a des personnes qui sont bien précises pour vous expliquer. Donc, il y a le RVB, le CMJN. Le RVB, c'est pour la diffusion, un peu comme le 72 dpi. Le CMJN, c'est pour l'impression. Il y a des personnes qui ont fait des bâches ou une conception très belle sur l'ordinateur, mais lorsqu'on envoie l'impression, il y a des couleurs qui sont parties. On est frustré. On se dit, moi, j'ai bien fait ma conception. Non, tu as bien fait la conception, mais tu n'as pas fait attention à ces deux langages-là. Le CMJN, impression. RVB, diffusion. Donc, c'est toujours mieux de faire attention lorsqu'on veut lancer un projet, de regarder ces deux modes-là. Très, très important. C'est un outil aussi qui peut être considéré, que ce soit en photo ou en graphisme. Slide. Alors, ça, c'est aussi une question importante. Est-ce que j'ai encore le temps? D'accord. Question importante, on a ce qu'on appelle les nombres d'images par seconde. Comment comprendre ces nombres d'images par seconde? Je vais parler en termes plus simples pour que tout le monde comprenne. Quand on veut avoir une image fluide, il faudrait que notre vitesse par image soit autour de 30, c'est un peu le rendu à l'œil nu, notre œil humain. Mais sinon, on est plus à partir de 50 en termes d'images par seconde, jusqu'à plus. Quand vous voyez ce qu'on appelle les ralentis dans les vidéos ou sur des images, ce qu'on appelle aussi le slow motion. C'est parce que à la base, quand on a enregistré, on a veillé au nombre d'images par seconde. Ça nous permet d'avoir plusieurs, parce que la vidéo en général, c'est plusieurs images qui se succèdent. Donc la vidéo dans sa conception. Nous, on voit une vidéo, mais en réalité, sur chaque seconde, il y a un nombre d'images. Et c'est ce qui explique que lorsqu'on tourne à 50, 60, 120, on peut avoir un beau ralenti, un ralenti fluide. Il y a des personnes qui ont tenté de faire des ralentis à 25. Après, ils ont l'impression que c'est saccadé. C'est pas fluide comme on a vu dans telle église, ou c'est pas fluide comme on a vu sur tel clip de telle sœur ou de tel frère. Parce qu'on est sur 25, on est sur 30, c'est difficile. À moins qu'on utilise un logiciel, un plugin qu'on appelait Twixtor, je pense. Mais c'est pas le même rendu. Donc il faudrait, dans les réglages, apprendre à reconnaître ces endroits où on a 50, 60, 120. Sur certains appareils, on n'a pas tout ça, mais sur les Sony, certains Sony, on a la possibilité d'aller jusqu'à 60, 120 images par seconde pour pouvoir bien réaliser ces ralentis-là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ça. C'est juste des questions qui reviennent souvent. C'est plus pratique en réalité.
Next. La gestion de la lumière, aussi importante. On en a parlé. Nos églises en général ne sont pas éclairées parce qu'elles n'ont pas été dédiées d'abord à la prise de vue. Ce n'est pas ce qu'on peut voir au CCF, c'est une salle de spectacle. Voilà, donc tout a été déjà prévu pour qu'il y ait de la lumière suffisante. Mais il nous faut penser à la lumière. Nous sommes techniciens, nos appareils ont besoin de lumière. C'est toujours mieux d'avoir le maximum que de ne rien avoir. Tant mieux avoir le maximum pour pouvoir gérer ensuite. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui à Kinshasa, ce n'est pas pour faire une comparaison, la plupart des églises ont vraiment refait leur façade. Quand je parle de façade, je parle de la partie du prédicateur où au-dessus, nous avons des lumières directionnelles. Parce que dans le respect de la lumière, il faut respecter ce principe-là. Il faut qu'on ait toujours une lumière derrière. Parce qu'il peut arriver qu'on ait envie de détacher le sujet de son arrière-plan, derrière, en haut, derrière. Une lumière en face, une lumière de part et d'autre. Comme ça, ça casse aussi les ombres dans des orientations bien précises. Avant de pouvoir aussi engager un projet d'achat de lumière, il faut regarder la qualité des lumières. Parce qu'il y a des lumières qui consomment beaucoup, qui n'envoient pas beaucoup de lumière en réalité. Donc on a besoin d'avoir, en fonction de l'intensité, mais aussi, il y a une disposition précise. C'est mieux d'appeler un technicien qu'il regarde, si on n'a pas les connaissances, parce que le domaine de la lumière est un domaine comme tout autre domaine. Il y a des personnes qui ont appris la lumière. Il y a des personnes qui sont allées étudier pour apprendre la lumière. Ils connaissent le langage de la lumière, parce que la lumière aussi a un langage. Comme le courant, il y a une unité qui permet de pouvoir... Isaac, tu peux m'aider, s'il te plaît? Ça m'a échappé. Non. Kilowatt, c'est plutôt au niveau de l'intensité. La lumière a un langage, mais ça m'a échappé. Pardon? Voilà. Souvent en fonction des Kelvin, ainsi de suite. Et sur les lumières, il nous a même précisé la plage de certaines lumières qui sont réglables. On a la possibilité de voir la température qu'on peut... Sur certaines lumières, on peut gérer la température. Donc la balance des couleurs au niveau de la lumière, aller sur du chaud, aller sur du froid ou aller sur du neutre. Donc c'est important de connaître ces choses-là. On va juste passer, on va passer encore, parce que l'idéal pour nous c'est de parler des logiciels. Voilà, donc les logiciels pour le traitement de photos, d'affiches, ainsi de suite. On en a parlé un peu hier avec Séraphin, Affinity, ainsi de suite, mais on a aussi Capture One. Capture One, c'est pour le traitement des photos. Très poussé aussi. On a à côté Lightroom classique, version plus soft. On a aussi Lightroom d'Adobe tout court. On a Photoshop, bien évidemment, qui en même temps fait le traitement photo et qui fait aussi des affiches pour certains. Donc, ce sont des logiciels qu'il faut aussi regarder au besoin pour pouvoir faire du bon contenu. Next. Les luttes. Les luttes sont importantes aussi parce que sur certains cas, on voudrait aller vite en termes de traitement. On n'a pas beaucoup de temps, le culte vient de finir. On a des photos qui sont brutes, on veut rapidement mettre un peu de couleur, mais le temps de faire la photo individuellement, c'est compliqué. Or, avec les luttes qui sont disponibles sur certaines versions Lightroom mobile, aussi sur des versions Lightroom ordinateur, d'ailleurs, lorsqu'on installe les luttes, il se peut que ce soit compatible sur la plupart des logiciels, c'est important de les télécharger. Donc ça se télécharge, les luttes se téléchargent. Ce sont déjà des pré-réglages de traitement. Donc on peut avoir une image comme ça, mais lorsqu'on applique un LUT, on a une image pareille. Donc ça nous permet d'aller plus vite dans le traitement, de gagner en temps. Entre le déroulé du culte et la fin, souvent, on veut vite publier, mais il faut qu'on ait aussi des outils qui nous permettent de pouvoir gagner en temps. Donc les LUT, on peut aussi créer un LUT. Ça, c'est possible. Via Lightroom, on peut créer un pré-réglage qui devient un LUT. Et il y a des personnes qui les vendent sur Internet, donc c'est pour dire que c'est important. Il y a des personnes qui prennent leur temps, ils conçoivent des pré-réglages, ils simulent des pré-réglages et ensuite ils les téléchargent et ils les mettent dans un pack et ils vendent. Ça coûte cher. Donc c'est pour dire que c'est important. Next. Slide. Voilà. Donc dans le domaine de la photo, ce problème aussi est un problème qu'on a beaucoup rencontré, c'est le problème des objectifs. Tous les objectifs n'ont pas le même rôle, tous les objectifs ne se ressemblent pas. Tous les objectifs ne traitent pas la même question. Il y a des personnes qui ont des 18-55 dans les églises. Nikon 18-55 objectifs.
Mais lorsqu'il veut faire sa photo, il est surpris que la personne qui est à 300 mètres est petite comme ça. Les objectifs ont ce qu'on appelle une distance, la distance focale. Elle respecte que la distance d'où tu te tiens est celle où la personne se tient. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'objectifs. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on a seulement à l'église. Il faut faire des recherches pour savoir qu'on a des objectifs qui peuvent aller jusqu'à 300 mm. On a des objectifs qui peuvent s'arrêter à 100 mm. On a d'autres aussi qui sont des plus larges, qui ont 10 mm. Ce sont des objectifs en général qui nous permettent d'avoir voilà, toute la salle dans son entièreté. Mais il y a des objectifs qui peuvent aller jusqu'à 400 mm. Donc je peux me tenir ici et prendre de façon détaillée la personne qui est à quelques mètres de moi. Vraiment la voir en serré sans que la personne sache. D'ailleurs, pour nos églises, je pense qu'il serait conseillé de recommander ces objectifs à nos leaders. Parce que vous savez que le culte est sacré. Et lorsque en tant que photographe, je vais me mettre devant une personne et que la personne me voit, même vous-même, c'est dérangeant quand même. La personne perd un peu son attention et c'est pas bon. Or, avec un objectif qui est très long, je peux me mettre dans un coin. D'ailleurs, c'est une forte image que j'ai parce que la personne reste dans son expression. La personne est naturelle. Il y a des personnes aujourd'hui dans le culte, lorsqu'elles te voient faire la photo, soit elles changent d'attitude, la photo n'est plus forte. La photo n'envoie plus, il n'y a plus d'émotion dans la photo. Le photographe est comme un chasseur, frères et sœurs. Le chasseur, si le gibier te voit, il fouille, tu vois, c'est le même principe. Comme un tireur d'élite. Il faut que tu te caches. Mais pour se cacher, il faut avoir l'âme suffisante pour pouvoir toucher la personne. Et aujourd'hui, c'est un problème aussi dans les églises ou dans les événements. Nous avons du mal à pouvoir avoir de belles images, des images fortes, des images qui parlent. Parce que le problème des compréhensions des objectifs. Donc il faut penser aux objectifs. Les 300 mm, les 400 mm pour les églises sont recommandés. Et il faut bien les entretenir aussi, parce que les objectifs sont très sensibles. Il ne faut pas, alors que tu es en mode automatique, que tu touches encore la mise au point. J'ai vu cette erreur chez beaucoup de photographes. L'appareil est déjà en auto. L'objectif est en auto, mais il est encore en train de toucher la bague de mise au point. Ça fait qu'après, il y a un mouvement de brutalité, un mouvement contraire. Moi, je veux que la mise au point se fasse dans ce sens. L'ordinateur de l'appareil veut le faire dans l'autre sens. Et ça a détruit beaucoup d'objectifs dans les églises. Après, on est surpris, l'objectif ne marche pas. C'est simplement parce qu'il y a un problème de compréhension, de mode automatique, de mode manuel, d'objectifs. Il faut faire très attention. Slide. Voilà, donc je suis à la fin de mes propos. Je pense que le reste du temps, on va l'attribuer aux questions-réponses. On a plusieurs sites qui sont utiles pour les outils vidéo et les outils photo. Et ces sites sont ceux que je vais vous présenter. On a Pexel. Pexel, c'est un très bon site. C'est une bonne base de données de personnes comme vous et moi qui, dans la rue, avec un appareil photo, avec une vidéo, font un contenu et le mettent bénévolement sur leur plateforme. Donc, nous aussi, là où nous sommes, nous pouvons s'inscrire à Pexel. Tout le monde, c'est gratuit. On s'inscrit, on crée une page, on met ses identifiants et on crée du contenu. Donc, on fait partie de la communauté Pexel. Et c'est une communauté qui nous bénit beaucoup, surtout à l'église, parce qu'il y a beaucoup de contenu, d'affiches qu'on va chercher chez Pexel. Mais c'est des personnes comme vous et moi qui font ce contenu-là. Donc, ce serait bien aussi que toi, que moi, nous puissions participer à ce qui se fait. Parce que c'est gratuit, ça nous aide. Les images sont payantes. Et c'est parce que les questions de droit d'image ne sont pas encore bien assises au Congo. Sinon, ce qu'on fait souvent en téléchargeant des images, en prenant des images n'importe comment, on peut nous poursuivre pour ça. Alors, Pexel nous donne, déjà que nous sommes dans un cadre bénévole, l'Église est une association, on n'a pas de but lucratif en tant que tel, donc qui peuvent permettre qu'on utilise ces données-là. Donc Pexel, on a de la vidéo, on a de la photo sur Pexel. Si tu peux encore dire à ton frère que c'est en anglais. Ensuite, on a Video Hive. Video Hive, version payante. Video Hive, version gratuite. Non, version payante encore. Je vais bien expliquer ça. Video Hive, c'est un bon site aussi. Très utile. Beaucoup de contenu. Animation pour les spots. Police de caractère. Images. Tout ce qu'on veut.
Même les sites internet, il y a déjà des templates de sites, ainsi de suite. Le problème avec Video Hive, c'est que chaque ressource a un coût. Chaque ressource a un coût. Donc si je veux un fond sonore pour ma vidéo, je peux payer par exemple 39 $, seulement le son. Maintenant, ils ont quand même pensé à une offre qui est importante pour nous. Ils ont fait une offre où vous avez accès à certaines données seulement de leur site de Video Hive, mais avec un abonnement mensuel. Je pense qu'il est de 33 € entre nous, entre payer 10 ressources de 39 € et avoir le mois, la possibilité d'avoir 1000 ou 2000, ça dépend de votre utilisation. Ces ressources-là, je préfère aller sur l'abonnement mensuel de Video Hive. Donc Video Hive a créé Envato Element. Envato, E-N-V-A-T-O, élément, en français avec S, qui est une plateforme qui nous permet d'avoir l'accès le mois ou l'année, si on peut payer l'année, à toutes leurs ressources, certaines de leurs ressources. Mais en tout cas, il y a du bon contenu, je vous rassure, parce que j'ai beaucoup utilisé, même pour les travaux personnels, cette plateforme-là. Donc il faudrait penser à ça. C'est pas 33 $, c'est pas grand-chose, même pas 50 000. Non, même pas 50 000. Si on a 50 000, on peut acheter. C'est aussi une semence. Hein. On est aussi enfant de Dieu, il faut aussi semer. Donc tu peux aussi avoir, tu dis, bon, je ne vois pas le pasteur, moi-même je prends ça pour moi. C'est une bénédiction aussi. On pense que c'est seulement la dîme qui bénit et l'offrande, mais ça aussi c'est une bénédiction. Parce que quand tu prends l'abonnement, non seulement ça te sert pour ton travail, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Donc tu peux prendre l'engagement de prendre ça sur toi, moins de 50 000, 33 € euros si vous calculez, dans dollars, 100 $. Si vous calculez, vous avez le mois. Et quand vous avez le mois, mettez une bonne connexion Internet, passez même 3 jours en train de télécharger. Parce qu'on ne sait pas si le mois prochain, vous aurez encore les sous pour... comprenez ce que je veux dire? Donc, dès que vous avez l'accès, vous prenez 3 jours, vous ne dormez pas. Chaque minute, vous êtes en train de télécharger. Vous créez votre base de données. Les polices en désordre, les templates After Effects en désordre, tout ça. C'est important, c'est important. Ensuite, on a FreePic. FreePic, on en a parlé hier. C'est le site que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, on commence à rencontrer beaucoup d'affiches qui se ressemblent parce que tout le monde va sur FreePic. Je pense qu'il faut changer un peu de site. Ensuite, on a Pixabay. Pixabay, c'est un peu comme Pexel, c'est le même principe. C'est des personnes qui mettent en ligne, qui donnent les accès. Donc, si vous avez fini de noter, on passe à la deuxième page de site utile. Voilà. Donc, on a aussi Elegant Flyer. Elegant Flyer, c'est un site de PSD. C'est des affiches qui sont déjà conçues, un peu comme Séraphin hier l'a dit pour Graphic Burger et les autres. Elegant Flyer, c'est un site anglais encore. Faut s'y faire. Où on a des modèles d'affiches gratuites et aussi payantes. Ça permet toujours de pouvoir avoir une bonne inspiration pour faire la suite. On ne nous demande pas de copier, de faire exactement, de remplacer, non, mais de s'inspirer pour pouvoir produire quelque chose de meilleur. Ensuite, on a Victizy. Victizy, c'est un tout. Il y a et des vecteurs et des vidéos, version gratuite et version payante. Il y a aussi des animations Illustrator dans des fichiers Illustrator pour ceux qui font le dessin, pour ceux qui font Photoshop aussi, mais de façon un peu précise, qui utilisent Illustrator. Et ensuite, on a Vidizy. Vidizy, c'est pour de la vidéo. C'est un site de ressources vidéo, gratuit. Gratuit, on entre, on télécharge. Il faut s'inscrire. Sur la plupart de ces sites, il faut s'inscrire. On s'inscrit avec son compte Gmail, on a accès. Il n'y a pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans que j'utilise certains de ces sites. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous inquiéter en vous inscrivant. Et ensuite, le reste, bienvenue l'inspiration. En tout cas, c'est une bonne base de données. Donc, je pense avoir fini. S'il n'y a pas autre chose, je pense avoir fini. Si vous pouvez, c'est toujours bien, honorer ma personne. On applaudit pour M. Nelata Nzinga. Merci, M. Nelata, pour cette très belle explication. Alors, il y a des questions? On a une main levée là-bas. On vous rapporte un micro. Monsieur Nel, vous pouvez prendre place? Il préfère être debout. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Nel. C'est
un plaisir surtout d'être en votre présence. Et c'est une aubaine aussi pour nous les églises de bénéficier de votre expérience et votre expertise. Nous le savons aujourd'hui, votre savoir parle au niveau du pays. Et je voulais profiter de cette occasion pour demander quelques précisions en ce qui concerne la balance des couleurs. Parce que vous l'avez évoqué, mais on n'est pas parti vraiment en profondeur. Comment cela se fait? Et je poserai d'autres questions à la suite. Merci. Je vais directement répondre à la question. Il y a, heureusement, sur nos smartphones, il y a l'option balance des blancs dans le mode manuel. Quand vous allez sur vos appareils photo, vous pouvez faire l'expérience alors que je suis en train de parler. Il y a, vous remarquerez sur votre appareil, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le mode manuel. Ça a été aussi, ou pro, voilà, c'est même écrit pro. Il y a le mode automatique, il y a le mode pro. Là, je parle encore de nos téléphones. Et si vous faites attention dans le mode pro, vous allez voir quelque part, c'est écrit WB, balance, white balance, balance des blancs. Pour faire court, comment ce principe-là se fait? Lorsque j'arrive à un reportage, je suis à une émission que je veux tourner, ou un témoignage, ou un culte, ou c'est juste un live peut-être qu'on veut lancer. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une rame, une feuille rame. Et cette feuille rame-là, elle est de couleur blanche. Et il fallait, dans l'environnement où parce que la balance ne se fait pas en dehors de l'environnement où je suis censé tourner. Il faut que je sois dans les conditions de tournage, dans le site où je veux tourner. Et cette feuille blanche, on la posait juste au lieu où j'étais censé intervenir. Je pouvais, à ce niveau-là, si le caméraman est là, je mettais ma feuille blanche comme ça. Et le caméraman devait prendre ma feuille blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il fallait, pour faire simple, il fallait que ma feuille qui est blanche, soit blanche sur sa caméra. C'est pour dire que quand ma feuille qui est blanche sur sa caméra, la balance des blancs est faite. Pourquoi je le dis? Si vous regardez dans la salle, il y a une influence de lumière chaude, jaune, sur moi. Donc mon blanc en réalité n'est plus blanc. J'ai mis, c'est un peu comme un beige, mais ce blanc-là subit l'influence de la source de lumière qui est sur moi. Ça veut dire que si vous me filmez dans cette condition, ceux qui verront à l'écran auront l'impression que j'ai mis une chemise jaune. Alors qu'en réalité, lorsqu'on va sortir, vous allez voir que ma chemise n'est pas jaune. Je subis simplement l'influence de la source de lumière qui est sur moi. Voilà pourquoi il est arrivé que nous sommes en train de filmer une personne qui avait une chemise bleue, mais on se rend compte en sortant de la salle où on était, sa chemise est verte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment où on est en train de filmer, il y avait des sources de lumière qui influençaient sa couleur. Donc, on peut croire que sa chemise était d'une autre couleur, parce que le problème de balance n'a pas été réglé. C'est important, c'est très important. Pourquoi? On pense que Imaginez qu'il y ait une enquête, prenez un exemple comme ça, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait un drame qui s'est produit, on va vouloir savoir, mais il y a des questions qu'on pose. Quelle est la tenue qu'il avait mis? Il avait mis une tenue verte. Non, en réalité, il avait mis du bleu, parce qu'il y avait la source de lumière qui influençait. Donc, lorsque je me tiens ici, et que le caméraman vient vers ma feuille blanche, il y a des réglages dans l'appareil, au niveau de la balance des blancs, qui me permettent de revenir à... Vous allez voir, c'est un trait, il y a écrit au milieu 0, et il y a du froid, donc le côté froid, c'est souvent bleu aussi, c'est bien précis, et de l'autre côté, c'est côté chaud. Donc il me faut maintenant commencer à descendre dans les sens... comme je sais déjà que j'ai une influence jaune, je ne vais plus dans le sens de la chaleur, parce que la balance des blancs, c'est ça. Sur certains appareils, c'est 0 au centre, bleu, jaune. Donc froid, chaud. Comme je sais déjà que j'ai une influence de jaune, moi je vais maintenant chercher à aller vers le froid, pour équilibrer, pour retrouver la blancheur de ma tenue, et donc de retrouver la blancheur de mon papier. À ce moment-là, quand je réalise que mon papier qui est blanc ici, est aussi blanc sur la caméra, c'est fait. Mais si je réalise que mon papier ici est bleu, ça veut dire que je dois poursuivre encore ma balance, je n'ai pas fini. Donc c'est vraiment un travail minutieux qui prend du temps. Voilà pourquoi
Les techniciens doivent être arrivés au culte avant. Un technicien est censé être au culte avant tout le monde, parce qu'il y a ces questions à regarder. C'est parce qu'on a beaucoup mis de la négligence aussi dessus, il faut reconnaître. Souvent, on veut vite faire. Non, il faut prendre vraiment le temps de bien faire les choses. Donc, le principe de la balance des blancs, c'est celui-là. C'est parce qu'on n'a pas de cas pratique, sinon on n'a pas le temps aussi. Sinon, on aurait vu un cas pratique d'un problème de balance de blanc. Donc, ma tenue doit être blanche, parce qu'elle est blanche. On peut prendre une personne qui a, à défaut de prendre une rame, on peut prendre une personne qui a une tenue vraiment blanche, on la positionne devant la caméra et on commence à régler. C'est vraiment un réglage qui se fait jusqu'à ce qu'on voit dans le viseur donc de la caméra que la couleur est devenue blanche effectivement. Et là, à ce moment, on peut se dire que la balance est faite. Quand je le dis, je fais allusion à une chose importante. Les sources de lumière ne se ressemblent pas. Ça, c'est maintenant le problème qu'on a aussi. Ici, j'ai cette influence, mais si je viens vers vous parce que là-bas, c'est plus froid, c'est plus la balance qui va... La balance risque d'être un peu bousculée. Elle risque d'être bousculée parce que je ne suis plus sous l'influence de cette source de lumière jaune. Je serai maintenant sous la source de lumière froide. C'est ça qui fait que même quand on fait la balance aussi, il faut être attentif. Parce que la balance peut évoluer en fonction de l'environnement. Ici, ma balance peut être à 4500. Il y a aussi des chiffres liés à la balance. 4500. Et lorsque j'arrive devant, je me rends compte que je suis obligé de monter à 6000 ou de descendre à 3000 en fonction du mouvement. Voilà pourquoi c'est important, surtout sur l'estrade, il faut qu'on ait une lumière uniforme, surtout sur l'estrade. Voilà pourquoi je parle encore de la RDC. À Kinshasa en ce moment, vu que tout le monde est parti sur des lives, on a fait le maximum de mettre la source, d'abord une source unique, une couleur unique sur l'estrade pour qu'on n'ait pas de problème de balance. Vous avez remarqué que lorsque l'orateur souvent se déplace, si vous faites attention à certains lives au niveau des églises de Kinshasa, vous voyez que le caméraman est en train de se débattre pour changer la balance, parce qu'il y a une autre ambiance de ce côté là-bas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ou il y a beaucoup de sources de lumière, donc c'est compliqué. Donc voilà la balance. C'est des questions qu'on pourra aborder aussi en aparté pendant la pause. Mais l'appareil photo a la white balance, les caméras ont les white balance. Nos téléphones en ce moment aussi ont les white balance, les téléphones d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on va faire ça séance pratique, ce serait bien quand même. Est-ce qu'il y a une caméra qui est proche? La plus proche? Voilà, je vais me rapprocher de cette caméra-là. Donc, vous allez remarquer une chose. Je peux encore avancer. Réduire l'iris. Voilà, encore. Encore. Ok. Essayez d'agrandir encore un peu. Là, je suis dans mon téléphone, vous allez voir, c'est un cas pratique. Ce serait bien qu'on reparte avec ça. Tu peux encore avancer. Zoomer. Je peux plus. D'accord. En tout cas, je vous lis ce qui est écrit sur mon téléphone. On a EV, on a S, on a ISO, on a WB. WB, c'est juste ici. Et lorsque je tape sur WB, vous voyez qu'on a écrit auto au début. Et ensuite, on a 2000K au début. Et à la fin, je crois qu'on a 9000K. Et si vous me regardez en train de bouger, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, j'ai du froid maintenant. Si j'avance encore, je suis à 4500, j'ai un peu plus c'est un peu plus neutre quand même. Mais si je fonce, j'ai du jaune. C'est la balance des blancs en réalité. Donc c'est comme ça que ça se fait. Il faut que j'avance au fur et à mesure jusqu'à trouver que le blanc sur l'image est autre chose. Sur le terrain, j'ai mon ISO à 800, mais mon image est sombre. Malgré le flash, mon ISO est sombre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de photographes poussent un peu l'ISO vers 1000. Ce n'est pas toujours conseillé parce qu'après on a des grains. Et ces grains rendent le traitement difficile. L'image n'est plus voilà, c'est qu'elle devrait être. Parce que les grains aussi détériorent l'image, détériorent les couleurs, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, il y a des flashs externes qui existent. Parce que les flashs externes viennent pallier au problème. Donc certains appareils photo ont encore des flashs intégrés. Le flash intégré est un peu limité. Parce que déjà, il envoie la lumière de façon directionnelle. Or, aujourd'hui, tout le monde est un peu parti sur les flashs externes, si vous remarquez. Mais ces flashs aussi ont une puissance à regarder. Il ne faut pas acheter un flash seulement parce qu'il est moins cher.
Aujourd'hui, il y a de la puissance. Pourquoi? Parce que c'est important. Je peux rester à 800, à 1000, mais si mon flash arrive à facilement envoyer de la lumière, beaucoup de lumière, et à renvoyer de la lumière, surtout pour des salles qui ont des plafonds, ça permet que, des plafonds blancs j'allais dire, ça permet que la lumière revienne. Donc au moment où je fais le flash, j'enclenche mon flash, il envoie toute la charge de lumière vers le plafond et il renvoie sur la salle. Ça fait que malgré mon ISO qui est à 800, je peux quand même récupérer ma photo. Parce qu'il faut avouer que c'est maximum. C'est ce qu'ils disent, maximum 800. Mais sur le terrain, tous on est passé parfois à 1000, parfois à 1500. Et c'est parce que souvent nos flashs aussi ne nous permettent pas de pouvoir avoir le maximum. Donc pour pallier à ce problème-là, il y a d'abord la question du flash externe. Je ne parle pas du flash intégré, mais du flash externe qu'on peut facilement orienter vers le haut, mettre sur la personne, ainsi de suite, pour répondre à ce problème. Autre chose importante, c'est au niveau des objectifs. On peut aussi rattraper cette erreur au niveau de l'objectif. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle des objectifs à grande ouverture. Il y a des objectifs à faible, à basse ouverture. La plupart de nos objectifs sont des objectifs qui ont un f.4. F.4, c'est le langage technique, mais l'ouverture n'est pas grande. Parce que pourquoi? Parce que les objectifs qui ont des grandes ouvertures coûtent très cher. Ce sont les objectifs que vous voyez, par exemple, au niveau des matchs de football. Lorsque vous regardez, ce n'est pas seulement le téléobjectif en soi, mais souvent, il y a une grande ouverture. Donc, peu importe le manque de lumière, si vous avez un objectif qui a un 1.4, 1.8, vous allez vous rendre compte que malgré même l'ISO est à 800 et ainsi de suite, le flash, des fois même vous avez même besoin d'utiliser le flash parce que déjà l'ouverture fait rentrer, l'objectif fait rentrer beaucoup de lumière. Ça pallie au problème, mais ça coûte très cher. Les objectifs à grande ouverture coûtent très, j'insiste, vraiment très cher. L'appareil peut coûter 500 €, mais l'objectif peut aller jusqu'à 2000. Seulement l'objectif. Mais bon, quand on peut faire, on fait. Si on ne peut pas faire, on s'adapte. On a le flash externe qui a beaucoup de lumière, on envoie et ensuite on a le bon résultat. Donc il y a Godox en ce moment qui fait de bons flashs avec beaucoup de lumière. C'est un flash à conseiller. Les flashs nueurs ont des faibles lumières. Les flashs, d'autres flashs qui ont vraiment des lumières, pas, surtout pour des salles qui ont cet espace, par exemple, il faut aller sur du Godox. Nous, on avait un flash, Nikon, ni Canon, un Canon, mais ça ne pouvait plus répondre à la taille. Vous voyez comment notre salle est assez élevée. Donc, ce n'était pas évident. Mais depuis qu'on a pris un Godox, on arrive quand même à gérer un peu facilement la lumière. Donc, c'est des choses qu'il faut penser. Avoir un flash externe, mais qui envoie beaucoup de lumière. Et avant de faire des achats sur Internet, il faut prendre le temps de regarder les commentaires. Ça, c'est une attitude à avoir aussi. Il faut plus s'engager dans les achats parce qu'on a vu les autres faire. Les églises n'ont pas la même configuration. On n'a pas les mêmes configurations. Donc il faut vraiment prendre le temps de regarder les commentaires, de poser des questions, parce que c'est un achat qui se fait une fois. Ce n'est pas évident qu'on revende l'appareil ou l'accessoire. Je pense avoir répondu à la question. Merci, évangéliste. Il y a une autre question. Pas de questions? Si c'est tout, on acclame pour Monsieur Nel Atanzinga. J'aimerais, avant de partir, dire quand même une chose qui est importante. En ce moment, il y a des personnes qui font un travail important au niveau du corps de Christ. Et il faut quand même encourager ce qui se fait. Il y a des pages qui sont en train de se créer pour pouvoir relayer tout ce qui se fait au niveau des églises. Vous avez vu, comme moi je pense, pour ceux qui sont connectés, une page revivaliste. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je pense qu'il était là hier, qui a relayé, qui fait un grand travail au niveau du corps de Christ en prenant toutes les informations
des campagnes, ainsi de suite. Dans toutes les églises, en tout cas, ils le partagent. C'est vraiment encouragé. Et il y a aussi Buzz Gospel. Je pensais qu'il devait être là, il n'est pas là. C'est des pages. Il y a Gospel Impact. Il y a beaucoup de pages aujourd'hui qui se créent. Nous sommes en train de parler de création de contenu. Donc ce serait important aussi que nous comprenions qu'il nous faut nous faire un peu violence par rapport à ça. Des ministères entiers sont entre nos mains. Des vies entières aussi sont entre nos mains. Si nous commençons à prendre à bras le corps ces questions de contenu, ce n'est pas pour des hommes en réalité que nous le faisons, c'est pour l'épanouissement, c'est pour l'expansion du royaume. Et ces contenus la touchent. Je l'ai dit encore hier, on peut croire que nos vidéos n'ont pas d'impact. Non, c'est ce on s'est dit. En réalité, il y a des personnes qui viendront 5 ans après écouter le message que tu as filmé et cette personne va donner sa vie à Jésus. C'est une bénédiction. Il y a des émissions que tu as tournées, il y a des choses que tu as eu à faire, tu te dis il n'y a pas beaucoup de vues. Non, c'est une semence, c'est un contenu que tu as déposé et forcément, un jour, nous allons revoir des vidéos de certains serviteurs de Dieu qui sont décédés, qui nous bénissent aujourd'hui. Donc c'est possible que ces choses que tu produis aujourd'hui puissent te bénir plusieurs personnes. Donc c'est un encouragement aussi pour ceux qui sont créateurs de contenu à aller dans ce sens-là, à insister. Et d'ailleurs, c'est en persévérant que la chose aussi donne. Donc c'est vraiment des questions importantes. Je voudrais marteler là-dessus. Et le dernier point, avant que je remette la parole à la sœur Anaëlle, il ne faudrait pas oublier l'aspect spirituel. On en a parlé en réunion avec les orateurs. La créa peut être belle, mais n'a pas d'impact visible. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde spirituel. Moi, je suis réalisateur de clips à une période et j'ai une sœur qui est de la RDC avec laquelle on doit tourner un clip. À la fin du clip, elle m'a dit une chose qui m'a édifié. Elle m'a dit, c'est vrai que le clip est fini, le clip est beau. Elle dit, mais moi, je ne suis pas convaincu. Il faut qu'on s'asseye avec toi, il faut qu'on parle sur le clip. Comment parler sur le clip? J'ai oublié, effectivement, qu'avant, j'étais réalisateur de clips un peu ouverts, si on peut appeler ça comme ça. Les DJ, à la fin, même avant qu'il vienne te donner son son, il va d'abord chez un gars les laveurs, il va d'abord faire son lavage. Vous voyez l'attitude des païens, hein? Ils croient que s'il lave son CD, il lave sa musique, ça va impacter. Et bizarrement aussi, ça marchait. Dans les bars, on entendait parler de sa musique. Et lorsqu'on faisait le clip avait un impact, et ainsi de suite. Ce sont des choses après qui m'ont... Quand la sœur m'en a parlé, je me suis rappelé de ça en réalité. Je dis, mais c'est vrai, les païens, avant qu'ils viennent avec ton CD, des fois tu lui dis, mais viens avec la musique. Il dit, non, je n'ai pas encore préparé la chose. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes enfants de Dieu. Bon, on a du contenu, on ne prie même pas, on envoie, on est surpris qu'il n'y ait pas d'impact. Parce que spirituellement, il n'y a pas d'esprit derrière. Le monde est un monde d'esprit. Le monde est un monde d'esprit. C'est une réalité. Pour qu'un esprit soit captivé à ce que tu fais, il faut d'abord que cela soit préparé aussi. C'est un peu comme de la sorcellerie positive, si vous voulez l'expression. Donc cette sœur m'a dit, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle. Il dit, toi tu es le concepteur, je suis la productrice, il faut que tu parles, il faut que moi aussi je parle. Effectivement, je pense que j'ai commencé à prendre aussi cette habitude-là. Lorsque j'ai une œuvre, je suis en train de vouloir la finaliser, je commence à prier pour que cette œuvre-là touche une personne. Parce que ce n'est pas une œuvre qu'on va envoyer dans l'air comme ça, non. Il y a des vies forcément qui sont attachées à cette œuvre-là. Il y a des destinées qui sont attachées à ce contenu-là. Il y a des appels aussi. Parce que nous sommes en train d'envoyer du contenu pour certains aussi. Ça peut être leur appel. En écoutant seulement ton message, en écoutant seulement la prédication du pasteur, la personne peut être sensibilisée. Donc il nous faut remettre la partie spirituelle au centre de nos services de communication. C'est ce que nous on essaie de faire tant bien mieux qu'au centre-ville. On a souvent des temps de prière, Et c'est important de centraliser la prière. Ce n'est pas... Les techniciens, beaucoup fuient la prière. On se connaît. Beaucoup n'aiment pas la prière. Mais il faut mettre la prière au centre. On fait un contenu, on prie. Ce n'est pas une prière formalité. Non, c'est une action spirituelle. On met un esprit derrière pour que lorsque ce contenu ira, même des années après, que cette personne soit captivée. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui retient. Et ensuite, nous sommes en train de faire la promotion de Jésus, le Christ. Donc c'est un esprit. Il nous faut consacrer le contenu, il nous faut prier pour le contenu. C'est important. Sinon, tu vas sortir un titre, après tu es frustré. Maman a aimé, papa a aimé, mais ça s'arrête à la maison. Alors qu'en réalité, il fallait mettre un peu de... Vous connaissez la chose, non? Il fallait mettre un peu la chose pour que les choses s'ouvrent. Donc je pense avoir fini. Je vais remettre la parole à la sœur. Oui.
tout cas, excusez-moi, je serai un peu gourmand parce que je suis venu ici pour prendre vraiment des réponses. Parce que dans les églises, nous souffrons avec beaucoup de problèmes. Donc, moi, je profite de cette occasion vraiment pour avoir des réponses claires. Alors, nous parlons sur la création du contenu. Et hier, j'ai suivi les intervenants. On disait que dans nos églises, on peut vraiment avoir du contenu parce qu'il y a beaucoup de moments dans le déroulé du culte. Mais je voulais savoir, quelles sont les parties du culte que nous ne pouvons pas mettre en ligne, par exemple? En fait, je voulais un peu avoir votre avis personnel. Généralement, lorsqu'on arrive au moment des offrandes, parfois on coupe le direct. Mais est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que tous les moments du culte sont importants? Quelles sont les parties que nous devons mettre en avant pour peut-être avoir un bon contenu? Merci. Je réponds rapidement, je pense que Carmel pourra prendre la suite. Jim l'a dit hier, je pense que tout dépend de l'éthique un peu qu'on s'est donnée aussi. Ça c'est propre à chaque église. C'est propre à chaque église, c'est propre à la vision. C'est propre aussi un peu à l'éthique ministérielle de chaque leader. Certains leaders ne voudraient pas qu'on expose l'offrande en direct. Mais d'autres auront une autre appréhension. D'autres pourront se dire non, c'est important quand même quand on voit des personnes donner. Ça peut inspirer les autres aussi qui sont en ligne parce qu'aujourd'hui on a des canaux pour pouvoir donner son offrande en ligne. C'est important via les mobile money et ainsi de suite. Ça dépend. Donc il y a cet aspect souvent de confidentialité pour certains. Ils ne veulent pas que ce soit... il faut couvrir ce temps parce qu'il y a des personnes qui viennent donner. On ne veut pas voir que les personnes reconnaissent les personnes en train de donner. On ne sait pas comment ça va être interprété dans la rue. Mais ça va de chaque église. Ça va de chaque église. Il y a des églises aujourd'hui, les temps des offrandes, ils sont en ligne. Ça va du choix du leader. Mais d'autres, à ce moment, on met juste une annonce pour dire vous pouvez donner en ligne, mais on arrête la diffusion. Ou on ne met plus les caméras à l'écran. On peut laisser la bannière, on peut mettre juste un lien, mais le reste n'en suit plus. Donc ça va vraiment en fonction de chaque leader, de chaque église. La façon de conduire les choses ne sera pas la même. Culturellement, socialement, spirituellement, chacun aura des interdits, d'autres auront plutôt des laissés-aller. C'est ça aussi la diversité au niveau de l'église. Donc je pense que pour répondre à la question, c'est simplement d'être en face du Seigneur pour lui demander comment ça se passe. Et quand il y a cette instruction, écoute, on fait avec. S'il n'y a pas d'instruction précise, on pourra ouvrir cette séquence du culte en ligne. Donc voilà un peu. Merci. On acclame encore une fois pour M. Nela Tandinga. Merci beaucoup.